Alors, exercice 1. n un entier strictement positif, il faut démontrer que pour chaque diviseur positif d de n, le groupe cyclique z sur nz+, possède un unique sous-groupe d'ordre d. Oui, ça c'est la fameuse réciproque de Lagrange dans le cadre cyclique, avec critère d'unicité. Donc on va montrer d'abord l'existence, puis l'unicité, qui sera une espèce de réciproque. Donc on suppose donc, que D divise N, c'est un diviseur positif, donc N égale D fois A avec D et A positif. Donc je regarde le sous-groupe de Z sur NZ engendré par A, il va y avoir 0, la classe de A, 0, classe de A, 2 fois classe de A, etc. Donc jusqu'à D-1 fois classe de A. Les éléments de la forme K à bar, avec K dans Z, ils sont tous là-dedans. Il suffit de faire la division euclidienne de K par D pour voir qu'ils sont tous là-dedans. Donc ça, du coup, c'est l'ensemble des K à bar, avec K dans Z, eh bien, c'est bien un sous-groupe. Maintenant, j'affirme qu'il est d'ordre D, d'où l'existence. Alors pourquoi il est d'ordre D? Parce que ces éléments, il y en a bien D. Alors si je les compte, il y en a D, mais il faut montrer qu'ils sont 2 à 2 distincts. Oui, parce que on voit bien par une inégalité que si on prend un I à bar et J à bar, avec I et J compris entre 0 et D, eh bien, ils ne peuvent pas être égaux modulo n, pour juste une question d'inégalité. Voilà, donc ça, ces éléments sont distincts. Maintenant, il faut montrer que c'est unique, c'est-à-dire que si on a un sous-groupe de Z sur NZ d'ordre D, alors c'est lui. Voilà. Donc je vais prendre un élément dans un sous-groupe d'ordre D, B bar, et je vais montrer qu'il est forcément de cette forme-là. Ce qui voudrait dire qu'on aura une inclusion, puis une égalité par égalité des ordres. Des ordres des sous-groupes. Alors, donc je vais prendre B bar dans un sous-groupe d'ordre D. Voilà, donc dB bar égale 0, ça c'est Lagrange. Donc maintenant je relève dans Z, ça fait dB égale un certain K fois N, avec K dans Z. Et maintenant, j'écris N égale dA, je simplifie par D, ça fait B égale KA. Donc B bar égale KA bar, et on sait, on a dit tout à l'heure, que tous les KA bar, par division euclidienne, c'est là-dedans. Alors on a Q un entier naturel impair, et on considère G dans le groupe multiplicatif de Z sur 4Q, le groupe des éléments inversibles, donc c'est ça. Et petit a, il faut déterminer les ordres respectifs de G des classes de modulo 4Q, de 2Q-1 et de 2Q plus 1. Alors, on est en train de regarder 2Q-1. 2Q-1 n'est pas égal à 1, d'accord, modulo 4Q. Sinon, 2Q serait égal à 2, et donc 4Q diviserait 2Q-2, c'est pas possible. Donc déjà, 2Q-1 n'est pas d'ordre 1, ce n'est pas l'élément neutre. Donc maintenant, je vais mettre au carré, parce qu'on est dans un groupe multiplicatif, quand on parle d'ordre, c'est évidemment pour la multiplication. Donc je mets au carré, voilà, ça fait ça, et modulo 4Q, ça fait 1, évidemment. Donc ce qui veut dire que lui, d'abord ce qui n'était pas évident, c'est qu'il est bien dans Z sur 4Z étoiles, parce qu'il est inversible, oui, il est inversible, il inverse lui-même. Et d'autre part, eh bien, n'étant pas d'ordre 1, il est finalement d'ordre 2. Et pareil pour 2Q plus 1. Petit b, le groupe G est-il cyclique? Alors, on a vu tout à l'heure 2Q plus 1 et 2Q moins 1, ils engendrent des sous-groupes d'ordre 2, puisqu'ils sont d'ordre 2. Mais c'est deux sous-groupes d'ordre 2, distincts. Parce que sinon, ça voudrait dire que, parce que dans un groupe d'ordre 2, il y a deux éléments. Donc il y a l'élément neutre et là, 2Q-1. Et ensuite, pour l'autre, l'élément neutre 1 et 2Q plus 1. Donc s'ils étaient égaux, ça voudrait dire que 2Q plus 1 serait égal à 2Q moins 1. Et donc ça voudrait dire que 2 égale 0, d'accord? Donc que 4Q divise 2. Donc,
déjà parce que Q, il est impair, et donc Z sur 4QZ étoile n'est pas cyclique, parce que d'après le petit 1, s'il était cyclique, pour chaque diviseur de 4Q, il y a un unique sous-groupe d'ordre ce diviseur. Exercice 2 maintenant. Bon, faut résoudre dans Z sur 3Z carré, x2 plus y2 égale 0. Alors, un carré de Z sur 3Z, d'abord, c'est forcément 0 ou 1, parce que vous avez 3 éléments, 0, 1 et moins 1. Et donc 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, moins 1 au carré ça fait 1. Voilà. Donc au cas par cas, on voit que la seule solution de cette équation, c'est 0, 0, parce que 0 plus 1, ben, ça fait 1, donc c'est différent de 0. Et 1 plus 1, ça fait 2, qui est encore différent de 0, modulo 3. Petit 2. Il faut résoudre dans Z2, x2 moins 5y2 égale 33. Donc on va supposer, en fait par l'absurde, hein, que x2 moins 5y2 égale 33 pour deux éléments xy entiers. Donc maintenant, bah, on réduit modulo 3, on utilise le fait que la réduction passe à l'anneau. X bar carré plus y bar carré égale 0, parce que 33 est multiple de 3, moins 5 qui vaut 1 modulo 3. Et là, donc, on est passé dans Z sur 3Z, hein, évidemment. Donc, d'après ce qui précède, la seule solution, c'est x bar égale 0 et y bar égale 0. On remonte dans Z, ça veut dire que 3 divise x et y. Donc, 3 au carré, c'est-à-dire 9, divise le membre de gauche. Et donc, il divise le membre de droite, évidemment. Donc, 9 divise 33, et ça, c'est pas possible. Hein. En bref, il n'y a pas de solution. Petit 3. Il faut trouver l'ensemble des couples xy dans Q2, tel que x2 moins 5y2 égale 33. Alors la 3 est un petit peu plus impliquée. Hein. On suppose que c'est vrai dans Q, donc toujours pas l'absurde, on va montrer que en fait, l'ensemble des solutions est vide. Donc on a deux éléments de Q. Alors on va prendre x, y, z, grand X, hein, grand Y, grand Z entier, tel que petit x égale grand X sur grand Z et petit y égale grand Y sur grand Z. En gros, on a mis x et y au même dénominateur, z. Ça, c'est toujours possible, on le sait. Et maintenant, cette équation, ça va nous donner x2 moins 5y2 égale 33z2 pour des entiers. Donc on est arrivé à une équation différentielle, mais avec un petit truc, c'est que z est non nul. Et c'est ça, on va voir que c'est ça qui est absurde. Donc montrons par l'absurde que ceci est impossible, donc qu'il n'y a pas de solution. On va supposer que x, y, z est une solution de z3, donc on va supposer que l'ensemble des solutions est non vide, avec valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus valeur absolue de z minimale. Donc effectivement, si l'ensemble des solutions par l'absurde est non vide, ça va constituer, c'est pour ça que j'ai pris les valeurs absolues, une partie non vide de n, et toute partie non vide de n possède un élément minimal. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est assez classique. Hein. Alors maintenant, je réduis modulo 3 ici, ça fait encore une fois x2 plus y2, donc dans les classes, hein, égale 0, donc 3 divise x et y. Ça, c'est comme tout à l'heure. Donc 9 divise x2 moins 5y2 comme tout à l'heure, et 9 divise 33z2 parce que c'est le membre de droite. Donc on simplifie par 3, ça veut dire que 3 divise 11z2. Maintenant 3 est premier avec 11, donc par le lemme de Gauss, 3 divise z2, et par le lemme d'Euclide, comme 3 est premier, et bien 3 divise z ou z. Donc dans les deux cas, il divise z. Donc ça veut dire que il existe x', y' et grand z', avec x égale 3x', y égale 3y', et z égale 3z', et ce sont des entiers. Donc maintenant, par homogénéité, on voit que x', y', z' est encore solution de cette même équation. Mais par minimalité, ici, comme lui, on a divisé par 3 ça, eh bien, il devrait y avoir égalité, parce que lui est plus petit ou égal à ça. Donc on a égalité, mais on a égalité, un nombre est égal à son triple, si et seulement si il est nul. Donc ça est nul.
Et donc ça veut dire que x égale 0, y égale 0, z égale 0. Mais on avait dit que z était non nul parce que c'était un dénominateur, donc c'est absurde. Donc il n'y a pas de solution non plus à cette équation. Exercice 3. On a E et F, deux espaces vectoriels euclidiens. On note comme ceci le produit scalaire sur E, comme cela le produit scalaire sur F. U de E dans F, une application linéaire. Question 1. Alors il faut montrer que pour tout Y dans F, il existe un unique vecteur Z dans E, tel que Zx, le produit scalaire Zx sur E, est égal au produit scalaire Y U de X sur F. Et ce, pour tout X dans E. Alors on a un morphisme de E dans E étoile qui envoie Z sur Z ici, E. Alors c'est classique que quand on a une forme bilinéaire, sur E, ça nous donne une application linéaire de E dans E étoile qui va envoyer Z sur la forme linéaire, donc sur l'élément du dual qui envoie X sur ZX, le produit ZX. Donc ça va être le cas pour la forme bilinéaire qui est le produit scalaire de E qui est euclidien. Et on sait des choses dans le programme de cette application linéaire, en particulier si la forme est non dégénérée, même si et seulement si, la forme est non dégénérée, ceci est iso, en dimension finie évidemment. Mais là, comme la forme est euclidienne, elle est non dégénérée, et donc le morphisme ici est iso. Donc là, on regarde phi, la forme de E, qui envoie x sur le produit scalaire y u de x sur f. J'aurais dû mettre le f ici plutôt, et là pareil, comme ici. Voilà, oui, ça c'est bien linéaire parce que x, d'abord c'est une forme, ça va dans R. X, u de x, c'est un élément de f. Y u de x, ça va être un élément de K. X donne u de x, ça c'est linéaire, parce que u est linéaire, et la forme est linéaire à droite. Donc tout ça, c'est bien linéaire de E dans R. Et bien maintenant, ça nous donne une forme linéaire sur E étoile, dont on va prendre l'antécédent, et qui va s'appeler Z, et donc par définition, on va avoir cette égalité. Et je vous rappelle que le F, il se met ici. En plus, comme c'est iso, on va avoir unicité, et ça c'était demandé. Donc il y a existence et unicité en même temps, d'après l'isomorphisme, qui lui vient du fait que la forme est non dégénérée. Deuxièmement, il faut en déduire qu'il existe une et une seule application U étoile de F dans E, telle que le produit scalaire U étoile de Y X sur E est égal au produit scalaire Y U de X sur F. Et ce, pour tout X, Y dans E croix F. Et ensuite justifier que U étoile est linéaire. Donc du coup, on va poser Z égale U étoile de Y, le Z, d'accord, U étoile de Y égale Z, ce Z-là, par unicité existence, c'est bien défini, c'est dans E, donc ça, on définit une application qui va aller de F maintenant dans E, et maintenant on veut vérifier qu'elle est linéaire. Donc je vais poser Z1 égale U étoile de Y1, Z2 égale U étoile de Y2, et qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Il suffit de vérifier que le Z qui va correspondre à lambda 1 Y1 plus lambda 2 Y2, c'est-à-dire ce Z-là, c'est exactement ce Z-là, c'est-à-dire celui-ci. Et donc par unicité, il suffit de montrer cette égalité-là. Et ça, c'est un calcul direct. On développe, on applique ce que vérifie Z1 et ce que vérifie Z2. Voilà. Ça provient d'un calcul direct. Bon, alors, je pense que ça, c'était la réponse générale pour un candidat. Maintenant, avec un petit peu plus d'audace, on pouvait donner une réponse que je trouve plus satisfaisante en décrivant U étoile comme composé d'applications linéaires. C'est-à-dire que U étoile, c'est la composée de l'isomorphisme E étoile vers E. Alors l'isomorphisme inverse, on a construit tout à l'heure un isomorphisme de E vers E étoile, comme on a dit, qui provient de la bilinéarité. Et là, on regarde l'isomorphisme inverse, d'accord ?
Et on compose avec le morphisme de f vers E étoile qui envoie y sur l'application, la forme linéaire, qui envoie y de f vers la forme linéaire de E, telle que x donne le produit scalaire y u de x. Voilà. Alors ça, x donne y u de x, c'est bien une application linéaire, on en a déjà parlé. Et l'application qui envoie y là-dessus est bien linéaire. Donc ici, on a la composée de deux applications linéaires, et U étoile est donc linéaire. Moi, je trouve ça un peu plus satisfaisant, et on avait terminé sur les exercices.